Lorsque l'Allemagne s'est rendue en mai 1945, plus de 30 divisions des Waffen-SS se sont retrouvées sans structure de commandement, sans ordre et sans protection politique. Des milliers de leurs membres ont été capturés en l'espace de quelques heures, d'autres ont tenté de fuir vers des zones contrôlées par les alliés occidentaux pour éviter de tomber entre les mains des soviétiques. La majorité n'y est pas parvenue. Les armées alliées classèrent ces unités comme des organisations criminelles et procédèrent à leur dissolution immédiate. Leurs commandants furent interrogés, leurs dossiers saisis et leurs symboles effacés de tous les registres officiels. À l'Est, les troupes soviétiques appliquèrent des mesures plus sévères, exécutions sommaires, déportations et transferts vers des camps de travail. À l'Ouest, les prisonniers furent séparés, interrogés et soumis à de longs processus d'identification pour déterminer leur degré d'implication dans des crimes de guerre. Quels destins ont connu ces divisions les plus connues? Comment a-t-on décidé qui serait jugé et qui serait libéré? Que s'est-il passé avec les milliers de ses membres après la défaite finale? L'effondrement final, quand les divisions ont cessé d'exister. Au cours des dernières semaines d'avril 1945, les divisions d'élite qui avaient soutenu le régime pendant des années ont commencé à se désintégrer sous des pressions qu'aucune structure militaire ne pouvait absorber. Il ne s'agissait pas d'une défaite ordinaire, mais de l'effondrement presque simultané d'organisations qui avaient fonctionné comme des rouages précis au fil de plusieurs campagnes. Les chaînes de commandement s'affaiblissaient chaque jour, les communications étaient interrompues et les formations qui portaient encore le nom de divisions blindées opéraient en réalité comme des groupes isolés avec une capacité tactique limitée. Dans cet environnement, la Waffen-SS a cessé d'exister comme force cohérente, non par abandon généralisé, mais parce que les éléments qui définissaient son fonctionnement avaient perdu de leur consistance opérationnelle dans un cadre où la continuité logistique et administrative était impossible. La situation de la division SS Nordland illustrait l'échelle de la détérioration. Dans les derniers jours d'avril, cette unité multinationale composée de volontaires scandinaves et germaniques combattait dans le centre de Berlin avec une force effective qui n'atteignait guère les niveaux d'un bataillon renforcé. Les pertes accumulées depuis janvier avaient été sévères, 2 937 morts, 10 454 blessés et 1 278 disparus en 18 mois. La rotation du personnel avait complètement remplacé la division originale. Les commandements étaient confrontés à la tâche de diriger des unités qui existaient uniquement sur les cartes du haut commandement, pas sur le terrain. Le 25 avril, Gustav Krukenberg a pris le commandement du secteur de défense C et n'a hérité non pas d'une division fonctionnelle, mais de fragments dispersés installés dans des stations de métro utilisées comme centre de coordination. La station Stadtmitte est devenue le principal point de commandement pour une formation qui ne pouvait plus opérer en tant que telle. Les instructions en provenance de la chancellerie du Reich ne reflétaient pas la situation réelle. On réclamait des contre-attaques à des divisions avec à peine 6 chars disponibles et on demandait des mouvements impossibles en raison de la coupure complète des routes de ravitaillement. Les commandants d'unités SS tentaient de maintenir une structure minimale tout en recevant des ordres qu'ils ne pouvaient pas exécuter. Fritz Freytag, à la tête de la division Galicia, devait réorganiser son unité en Autriche, alors que ses effectifs étaient dispersés sur des centaines de kilomètres dans des zones déjà contrôlées par les forces ennemies. La contradiction entre les ordres et la situation sur le terrain provoquait une immobilité opérationnelle accélérant la désintégration. Freytag savait que toute réorganisation était inviable tant que ces hommes combattaient isolés, sans possibilité d'établir un contact entre eux. La division SS Charlemagne a subi une désintégration particulièrement rapide. En février 1945, elle comptait plus de 7000 hommes déployés en Poméranie. L'offensive soviétique de mars a détruit la formation en moins de 3 semaines. Les survivants se sont regroupés dans un bataillon d'assaut de 330 hommes que Krukenberg a conduit à Berlin le 24 avril. Pendant le déplacement, les colonnes devaient constamment modifier leurs itinéraires pour éviter l'avance soviétique. Les communications radio fonctionnaient de manière irrégulière et il était difficile de déterminer quelles zones étaient toujours sous contrôle allemand. En arrivant à Berlin, les restes ont été absorbés dans le secteur de défense C et ont perdu même leur identité en tant qu'unité française. Les volontaires qui avaient parcouru l'Europe pour participer à la défense de la capitale
ont trouvé une ville sans véritable capacité de résistance organisée. À Berlin, des schémas de décomposition structurelle se répétaient. Les divisions se fragmentaient progressivement en régiments, bataillons, compagnies, et finalement en petits groupes de 10 ou 15 hommes qui agissaient avec une coordination minimale en raison de la disparition d'un commandement supérieur fonctionnel. Dans le secteur sud-est, des éléments de Nordland ont détruit 108 chars soviétiques entre le 24 et le 28 avril, mais l'efficacité tactique locale ne modifiait pas la situation stratégique. Chaque position défendue prolongeait le combat tout en érodant les ressources humaines disponibles. Les régiments Norge et Danmark, noyau historique de Nordland, ont été décimés dans les combats urbains où leur expérience en guerre de manœuvre n'avait aucune application pratique. En Autriche, la division SS Totenkopf connaissait un processus similaire. Après sa participation à la désastreuse opération Réveil du printemps en mars, elle s'est retirée vers Linz avec moins de 1000 combattants et 6 chars opérationnels. Helmut Becker, son dernier commandant, essayait de maintenir une certaine cohésion, tandis que les ordres arrivaient avec des retards significatifs ou contredisaient des instructions antérieures. Les soldats étaient conscients de l'effondrement du Reich, mais le commandement continuait d'exiger une continuité formelle jusqu'à ce qu'un ordre de reddition soit reçu. Cette contradiction créait une situation opérationnelle sans issue. La division qui pendant des années avait porté l'insigne de la tête de mort faisait face à sa disparition en tant que force organisée, prise entre deux armées ennemies qui avançaient depuis des directions opposées. Les divisions SS Leibstandarte et Hitlerjugend reflétaient le degré de détérioration des unités considérées comme de l'élite absolue. À la fin du mois d'avril, elles opéraient comme une seule entité sous le premier corps Panzer SS en raison du manque d'effectifs pour maintenir des structures indépendantes. Hugo Krass, commandant de l'Hitlerjugend, dirigeait environ 10 000 hommes qui représentaient les restes combinés des deux divisions. La mission principale consistait à exécuter des actions arrière-garde pour permettre à d'autres unités de se retirer vers l'ouest, cherchant à se rendre aux forces américaines et à éviter la capture soviétique. Les soldats les plus jeunes, nés en 1926 et provenant des jeunesses hitlériennes, faisaient face à leur premier et dernier combat centré sur l'atteinte de positions où la reddition serait plus sûre. La division SS Viking vivait sa propre décomposition. Après avoir échappé au couloir de Berida en mars, elle effectuait une retraite à travers la Tchécoslovaquie en direction de l'Autriche. Karl Ulrich, son commandant depuis octobre 1944, coordonnait des opérations qui ressemblaient plus à une évacuation massive qu'à des manœuvres militaires. La division, initialement formée par des volontaires scandinaves, intégrait maintenant des recrues hongroises sans connaissance de l'allemand et des remplaçants d'unités détruites. La cohésion originale s'affaiblissait chaque jour. Les véhicules blindés étaient abandonnés par manque de carburant, les pièces d'artillerie étaient détruites pour éviter leur capture, et les hôpitaux de campagne évacuaient les blessés dans des conditions précaires, laissant derrière ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Les ordres reçus par les commandants de division montraient la profondeur de l'effondrement général. Les directives provenaient de multiples centres de pouvoir, l'état-major de l'armée, Heinrich Himmler en tant que chef de l'armée de remplacement, le haut commandement des SS et occasionnellement Hitler lui-même depuis le bunker. Ce chevauchement générait des instructions contradictoires, obligeant les commandants intermédiaires à prendre des décisions sans orientation unifiée. Le 22 avril, Himmler passa dans sa Mercedes noire à côté de la colonne de Charlemagne à Altstrelitz, sans s'arrêter pour parler avec Krukenberg, tout en engageant des conversations avec le comte Bernadotte sur de possibles termes de reddition, malgré le fait que ses troupes continuaient de recevoir des ordres de résistance. Karl-Heinz Euling, commandant de bataillon dans la division Hohenstaufen, a été confronté à ce type de contradiction en recevant simultanément l'ordre de se retirer vers Steyr et celui de défendre des positions dans la vallée du Traisen. L'impossibilité physique de satisfaire ces deux directives l'obligeait à prendre des décisions autonomes, accélérant la fragmentation parce que chaque unité agissait selon sa situation immédiate. Euling, décoré de la Croix de Chevalier pour son action à Arnhem, prenait des décisions visant non pas à obtenir des avantages opérationnels, mais à préserver les rares hommes qu'il pouvait encore diriger. Dans ces jours finaux,
la destruction de la documentation est devenue prioritaire. Il a été ordonné de brûler systématiquement les dossiers, journaux de guerre, listes de personnel et correspondances de valeur opérationnelle. Cette élimination répondait à la fois à des raisons de sécurité et à la conscience que ces documents pourraient être utilisés dans des enquêtes ultérieures. La destruction se faisait sous pression, avec des officiers supervisant des feux improvisés, où disparaissaient des archives capables de reconstruire en détail les dernières semaines d'opération. À Berlin, les combats finaux montraient que même des unités complètement fragmentées pouvaient maintenir une capacité tactique localisée. Le bataillon français de Charlemagne, opérant en petits groupes armés de Panzerfaust, a détruit 62 chars soviétiques en 4 jours. Son commandant, Henri Fennet, coordonnait ses actions avec des ressources limitées. Le 29 avril, il a reçu la croix de chevalier de Wilhelm Mohnke lors d'une courte cérémonie dans le bunker de la chancellerie. Le jour suivant, ces hommes ont détruit 21 chars supplémentaires en utilisant les dernières réserves disponibles. Le 30 avril, après la confirmation du suicide de Hitler, les prétentions d'un commandement centralisé disparurent. Krukenberg ordonna aux survivants de son secteur d'essayer de briser l'encerclement en petits groupes. Par là, il reconnaissait que la structure divisionnaire n'existait plus. Les soldats reçurent des instructions orientées uniquement vers la survie, se déplacer en groupes minimaux, éviter le contact avec les forces soviétiques et se diriger vers des positions occidentales. À l'aube du 1er mai, de petits groupes commencèrent à se déplacer à travers les ruines de la ville, abandonnant les uniformes identifiables et détruisant les documents personnels. En Autriche, les divisions Leibstandart et Hitlerjugend continuaient de se retirer, perdant progressivement leur cohésion. Les véhicules étaient abandonnés lorsque le carburant s'épuisait et les pièces d'artillerie étaient sabotées avant de devenir immobiles. Les hôpitaux de campagne évacuaient les blessés dans des convois exposés à l'aviation alliée. Des colonnes de multiples unités convergeaient dans la vallée du Tresen, devenant des cibles vulnérables pour les chasseurs-bombardiers opérant sans opposition. Le 8 mai avait une signification différente pour chaque unité. Certaines avaient cessé d'exister quelques jours auparavant. La Hitlerjugend se rendit près de Hens avec 10 000 hommes qui représentaient les restes de Den Zem. 2 divisions complètes. Totenkopf tenta de se rendre le 9 mai près de Linz, mais découvrit qu'elle serait livrée aux forces soviétiques. Les restes de Nordland furent capturés le 2 mai en essayant de s'échapper de Berlin. La division Viking atteignit les lignes américaines près de Fürstenfeld le 9 mai, et la plupart de ces hommes se rendirent aux forces britanniques et américaines, tandis que d'autres furent capturés en Bohême. Entre la défaite et la disparition, quand les soldats sont devenus des fugitifs, les jours qui suivirent le 8 mai 1945 marquèrent un changement abrupt pour des milliers de soldats de la Waffen-SS. La guerre était terminée, mais la reddition ne réglait pas leur situation personnelle. La structure militaire s'était effondrée et la frontière entre combattants, prisonniers et fugitifs était devenue incertaine. Dans un continent en ruine, beaucoup comprirent que leur destin immédiat dépendait de décisions prises en l'espace de quelques heures. La classification alliée cherchait à identifier les membres d'unités responsables de crimes ou d'actions répressives, et le risque de tomber entre les mains soviétiques était perçu comme plus grand que tout interrogatoire occidental. Cette combinaison de facteurs déclencha un mouvement massif vers l'ouest où la priorité n'était plus de défendre des positions, mais d'éviter la capture dans des conditions jugées incontrôlables. La première étape de ce processus consistait à supprimer les signes visibles d'appartenance à la SS. Les hommes arrachaient les insignes, retiraient les patchs de col et d'épaule et dépouillaient leurs uniformes de toutes marques, les associant à des unités spécifiques. Les documents personnels disparaissaient aussi. On brûlait les carnets de paix, les cartes d'identité et les certificats internes contenant les numéros d'unité. L'intention était d'effacer toute trace directe avant de se présenter à une patrouille alliée ou à un contrôle improvisé. Dans ce contexte, le tatouage du groupe sanguin sous le bras gauche acquérait une importance centrale. Pour ceux qui l'avaient, il devenait une preuve difficile à évincer lors des inspections médicales. Certains tentaient de le mutiler rapidement, en brûlant la peau ou en cherchant des méthodes rudimentaires pour le dissimuler. Ceux qui ne l'avaient pas possédaient plus d'options, en pouvant se présenter comme d'anciens soldats de la Wehrmacht régulière,
sans un indicateur physique contredisant leur histoire. Les routes empruntées par les fugitifs suivaient des schémas répétés à divers endroits en Allemagne, Autriche et Tchécoslovaquie. La plupart se déplacèrent de nuit par des chemins secondaires, évitant les routes principales où les patrouilles alliées établissaient des contrôles réguliers. Pendant la journée, ils cherchaient refuge dans les forêts, les étables ou des bâtiments abandonnés, maintenant un rythme d'avancement qui dépendait de la distance aux lignes occidentales. Les groupes se composaient généralement de 3 à 5 hommes pour réduire le risque de détection. Les unités les plus connues pour leur historique opérationnel, comme Totenkopf, Leibstandart ou Das Reich, faisaient face à des risques plus importants car les Alliés recherchaient activement leurs membres. Les soldats issus de divisions moins connues avaient plus de chances de passer inaperçus dans le flux général des redditions. Adopter une nouvelle identité exigeait plus que d'abandonner l'uniforme. Les fugitifs avaient besoin d'une histoire cohérente qui explique leur présence loin de leur localité d'origine, surtout s'ils prétendaient être des civils déplacés ou des travailleurs forcés libérés. Les récits les plus efficaces combinaient des éléments vérifiables avec des détails impossibles à tracer à court terme. Les interrogateurs alliés dépendaient de la cohérence et de la plausibilité des déclarations, car le volume de prisonniers dépassait la capacité de vérification immédiate. Dans ces conditions, une histoire simple et crédible avait plus de chances d'être acceptée qu'une construction élaborée avec trop de détails. L'absence de fichiers centralisés dans les premiers mois facilitait que de nombreux fugitifs surmontent les contrôles initiaux. Parmi ceux qui comprenaient que la disparition était impossible se trouvait Otto Skorzeny, figure marquante des opérations spéciales du Reich. Sa notoriété empêchait toute tentative de dissimulation. Le 8 mai, il a dissous formellement son unité en Autriche, a payé les salaires en suspens avec les derniers Reichsmark disponibles et a évalué ses alternatives. 8 jours plus tard, il a quitté les forêts proches de Salzbourg et s'est rendu volontairement à un lieutenant américain du 30e régiment d'infanterie. Il considérait que son expérience pouvait être utile aux Américains dans le nouveau contexte politique qui se dessinait. Il est resté plus de 2 ans en détention, a fait face à un procès pour son rôle dans l'opération Greif et a été acquitté. Bien qu'il ait continué à être soumis à des procédures de dénazification, il s'est finalement échappé en 1948 en utilisant des réseaux qui fonctionnaient déjà depuis les dernières semaines de la guerre pour évacuer des fonctionnaires sélectionnés. Un cas distinct était celui de Joseph Schwamberger, dont le parcours dans les camps de travail du district de Cracovie faisait de lui une cible prioritaire. Il avait été arrêté par les forces françaises à Innsbruck le 19 juillet 1945. Lors des interrogatoires, il a reconnu l'exécution de prisonniers qui avaient tenté de s'échapper et a admis la possession de biens confisqués. Sa situation pointait vers un procès certain. Cependant, au début de 1948, il s'est échappé lors d'un transfert, profitant d'un lapsus de surveillance. Sa fuite démontrait que même les cas documentés pouvaient exploiter des défaillances momentanées du système allié, encore en cours d'organisation. Un autre exemple était celui de Hans Stark, qui avait servi à Auschwitz comme chef du détail des admissions à Birkenau. Après avoir été capturé par les soviétiques à Berlin, il réussit à s'échapper quelques jours plus tard et se déplaça dans les zones rurales où il travailla temporairement dans des fermes. Sa jeunesse facilitait son intégration parmi des milliers de déplacés allemands. En 1946, il tenta de suivre des études agricoles à l'université de Gießen, bien qu'il ait dû les abandonner en raison de procédures de dénazification. Au milieu du chaos documentaire de la période, il parvint à éviter une identification immédiate comme participant à des crimes d'extermination, ce qui illustrait les difficultés alliées pour retrouver des cas individuels lorsque l'information était fragmentée ou dispersée. Les territoires de l'Autriche et du sud de l'Allemagne sont devenus des espaces critiques pour le transit clandestin. La coexistence des zones américaines, britanniques, françaises et soviétiques générait des lignes de contrôle qui n'étaient pas encore complètement définies. Ce manque de délimitation claire permettait des déplacements entre secteurs avant que les systèmes de surveillance ne se stabilisent. Dans des villes comme Linz, Salzbourg et Innsbruck opéraient des marchés illégaux de documents. Pour des prix variables, on obtenait des papiers qui identifiaient les porteurs comme réfugiés d'Europe de l'Est, travailleurs forcés libérés ou civils sans nationalité fixe. Bien que la qualité de ces falsifications variait,
La saturation administrative faisait que beaucoup de ces documents passaient des inspections superficielles. Les réseaux de soutien qui faciliteraient la fuite d'anciens membres du régime ont commencé à se former ces premières semaines. Des monastères catholiques en Autriche et dans le nord de l'Italie servèrent de refuge temporaire pour les personnes alléguant de persécutions politiques. Certains prêtres agissaient par raisons humanitaires, d'autres par sympathie envers ceux qui se présentaient comme victimes de représailles, et un petit nombre par affinité idéologique. Ces réseaux offraient un hébergement, de la nourriture et une orientation vers d'autres points sûrs. Bien qu'ils n'étaient pas formalisés, ni ne fonctionnaient comme des organisations structurées, ils opéraient comme une série de nœuds connectés, permettant de parcourir de longues distances sans contact direct avec les autorités. Les divisions qui avaient opéré sur le front oriental faisaient face à des dilemmes particuliers. Les volontaires scandinaves de Viking et les Norvégiens et Danois qui avaient été servis dans Nordland cherchaient des routes qui permettraient leur rapatriement, sachant même qu'ils feraient face à des procès dans leur pays d'origine. Pour beaucoup, se rendre aux forces américaines ou britanniques était une stratégie temporaire. Ils espéraient demeurer détenus jusqu'à ce que la situation politique se calme et affronter ensuite des procédures plus modérées. Cette logique s'appliquait également à ceux qui n'avaient pas de délits documentés au-delà du service militaire de base. Leur objectif était d'éviter de tomber entre les mains soviétiques et de gagner du temps pour réorganiser leur situation légale. Les restes de Totenkopf, livrés par les Américains aux forces soviétiques le 9 mai, se trouvaient dans une situation particulièrement vulnérable. Le transfert impliquait un risque extrême de déportation vers des camps de travail en Sibérie. Certains ont tenté de s'échapper lors des transferts entre installations. Ceux qui réussissaient à se séparer du groupe adoptaient des identités civiles improvisées et se dirigeaient vers des zones occidentales avec l'espoir d'atteindre la juridiction américaine. Ce phénomène montrait que la reddition ne représentait pas toujours un point final, mais plutôt une étape intermédiaire où le statut de l'individu pouvait changer rapidement selon les circonstances locales. La fragmentation a également affecté la division Viking. Après sa reddition près de Fürstenfeld, ses membres furent répartis dans différents camps de prisonniers. Les volontaires scandinaves furent séparés pour être rapatriés, tandis que les Allemands de souche furent soumis à des processus différenciés selon leur historique et leur documentation. Les recrues hongroises faisaient face à une difficulté supplémentaire car leur nationalité, langue et origine ne coïncidaient pas toujours avec les registres disponibles. Ce mosaïque compliquait la gestion alliée car les capacités administratives variaient selon le secteur d'occupation et l'accès aux archives capturées. L'évolution des systèmes de classification alliés progressait plus lentement que le flux réel de personnes. Des millions de réfugiés en provenance des territoires orientaux se déplaçaient vers l'ouest, créant une masse humaine dans laquelle il était facile de disparaître temporairement. Les camps de personnes déplacées mélangeaient de véritables victimes avec d'anciens membres du régime qui avaient adopté de nouvelles identités. Les interrogateurs alliés manquaient de moyens pour analyser chaque déclaration de manière exhaustive, ce qui créait des intervalles au cours desquels les fugitifs pouvaient établir des identités provisoires, tandis que des systèmes plus solides étaient mis en place. Les facteurs qui déterminaient le succès ou l'échec d'une fuite variaient selon des circonstances spécifiques. La localisation au moment de la reddition, la présence du tatouage SS, la capacité à construire une histoire crédible et l'accès à des ressources pour des pots de vin ou des documents falsifiés. Un autre élément déterminant était le hasard. Un interrogatoire pouvait être conduit par un officier expérimenté ou par un nouvellement affecté. Un point de contrôle pouvait être épuisé ou renforcé. Un examen médical pouvait être superficiel ou minutieux. Ces différences faisaient que deux fugitifs dans des conditions similaires faisaient face à des destins complètement différents. L'ordre imposé après la chute, quand les Alliés ont fermé le réseau. La rapide expansion de camps de prisonniers sous contrôle allié a obligé à établir un système de classification capable de gérer un nombre de détenus sans précédent. Chaque installation assumait la tâche d'enregistrer des identités de base, de séparer les combattants réguliers des membres de corps spéciaux et de détecter les individus liés à des crimes documentés. Ce processus nécessitait plus que la garde d'un grand nombre de personnes. Il s'agissait de transformer une structure improvisée en un mécanisme qui pourrait isoler, avec la plus grande précision possible,
ceux dont la carrière militaire les plaçait sous un examen direct. À mesure que des milliers d'hommes entraient dans des installations nouvellement établies, les Alliés ont dû introduire des méthodes permettant de filtrer l'information dans un environnement où la documentation personnelle manquait presque toujours ou avait été détruite. Le premier niveau du système consistait en des inspections physiques effectuées à l'entrée. Les équipes médicales alliées devaient identifier des marques caractéristiques associées à certaines formations, la plus significative étant le tatouage du groupe sanguin sous le bras gauche, appliqué aux membres de la Waffen-SS dans les premières années de la guerre. Bien que son but original fût de faciliter les transfusions rapides au combat, en après-guerre, il se transforma en un indice guidant les interrogatoires ultérieurs. Tous les nouveaux recrues de la SS n'avaient pas cette marque en raison de la détérioration administrative allemande durant les derniers mois du conflit, ce qui obligeait à compléter l'inspection par des analyses plus détaillées des uniformes récupérés, d'équipements trouvés dans des installations abandonnées et de traces logistiques associées à des unités spécifiques. Les interrogatoires initiaux se concentraient sur des questions visant à vérifier l'appartenance à des unités régulières. Les officiers alliés interrogeaient sur les centres d'entraînement, les grades, les compagnies et les commandants directs. Un individu affirmant avoir servi dans une division d'infanterie devait identifier sans hésitation la zone où il s'était entraîné ou la structure de base de son régiment. Lorsque ces réponses ne coïncidaient pas avec des schémas connus, l'enquête était intensifiée. Les interrogateurs comparaient les déclarations avec les feuilles de mouvement d'unités qui avaient été capturées intactes, des registres indiquant une présence dans des campagnes déterminées ou des informations récupérées de quartiers généraux et dépôts militaires allemands avant leur destruction. Les interrogatoires ne dépendaient donc pas des confessions spontanées. Leur efficacité résidait dans la détection d'incohérences impossibles à soutenir face à des questions précises. La recherche sur Joachim Peiper illustre comment de petits décalages pouvaient prolonger la recherche pendant des mois. Peiper, connu pour diriger le Kampfgruppe impliqué dans le massacre de prisonniers américains à Malmedy, est entré dans le système de prisonniers sans être immédiatement reconnu. Bien que son unité ait été objet d'une enquête alliée depuis l'hiver précédent, Peiper n'a été identifié que plusieurs mois plus tard. Son passage par différents camps compliquait le croisement des informations. Ce n'est qu'après des dénonciations internes, une reconnaissance partielle par des survivants et une confrontation avec des documents qu'il a été possible de confirmer son identité. Le cas démontrait que, même avec des listes de suspects prioritaires, l'ampleur du flux de prisonniers pouvait retarder des captures clés et révéler des failles du système nécessitant des améliorations rapides. Les enquêtes sur les officiers supérieurs suivaient des procédures différenciées. Richard Schulze-Cossens appartenait à cette catégorie. Son passé en tant qu'assistant personnel de Hitler et en tant que commandant de l'Académie des officiers SS à Bad Tölz faisait de lui une cible immédiate pour l'enquête. Les informations qu'il pouvait fournir sur les structures internes et les décisions de commandement le plaçaient dans des interrogatoires de plus grande ampleur que ceux appliqués aux soldats réguliers. Son dossier administratif exigeait d'examiner les mouvements de l'Académie qu'il avait dirigée, les réseaux de commandement qu'il avait gérés et les contacts de haut niveau. Ces transferts constants entre installations et les interrogatoires prolongés reflétaient la manière dont les Alliés concentraient des ressources sur des figures capables de fournir des données structurelles sur l'organisation SS. Alors que des individus de haut profil faisaient l'objet d'une enquête, le système continuait de classer de grands groupes de prisonniers selon des critères collectifs. Les divisions associées à des atrocités documentées étaient examinées de manière préférentielle. Totenkopf, en raison de son origine liée au système des camps de concentration avant de devenir une division de combat, recevait une attention constante. Cela n'impliquait pas une culpabilité automatique, mais l'obligation d'établir avec précision où chaque membre avait servi pendant les périodes sensibles. Les listes de personnel confisqués dans les casernes ou les archives militaires permettaient de comparer les déclarations avec les registres authentiques. Les interrogateurs utilisaient ces références pour filtrer les soldats qui avaient opéré uniquement dans des fonctions de combat de ceux qui avaient tourné dans des installations associées à des violations des lois de la guerre. Les informations fournies par les prisonniers faisaient également partie du réseau. Certains voyaient dans la coopération une opportunité pour adoucir leur classification.
D'autres dénonçaient des officiers ou des compagnons pour déplacer la responsabilité ou éviter les soupçons. Les interrogateurs enregistraient chaque déclaration et la comparaient aux données précédentes. Ce processus générait un effet cumulatif. Chaque information permettait d'ouvrir de nouvelles lignes de recherche, de confirmer des schémas ou d'écarter des témoignages inconsistants. La fiabilité de ces dénonciations variait, donc chaque donnée devait être vérifiée à l'aide de documents capturés ou de témoignages convergents. Cependant, la somme de petits fragments d'informations accélérait des identifications qui, autrement, auraient repris des mois. Les preuves matérielles jouaient également un rôle central. Des uniformes récupérés dans des dépôts abandonnés, des pièces d'équipement avec des numéros de série associés à des unités spécifiques et des décorations particulières permettaient de lier des prisonniers à certaines formations. Un individu affirmant avoir été simple fantassin faisait face à un interrogatoire intensif si, parmi ses effets personnels, apparaissait une insigne exclusive des unités blindées ou une décoration attribuée uniquement aux divisions SS. Les lettres personnelles, photographies ou documents non détruits devenaient également des preuves involontaires capables de situer le porteur dans des zones où des crimes avaient été enregistrés. La pression administrative de l'effondrement allemand avait provoqué que de nombreux soldats conservent des pièces qui joueraient ensuite contre eux. Dans le cas de la division Götz von Berlichingen, l'enquête alliée s'est concentrée sur les crimes enregistrés pendant la campagne de Normandie. Son symbole distinctif du point de fer a facilité la récupération de vêtements qui ont permis de retrouver d'anciens membres. Une fois identifiés, les prisonniers étaient interrogés sur les dates, mouvements et positions exactes pendant des semaines spécifiques. Ceux qui pouvaient démontrer avoir été éloignés des lieux où les atrocités ont eu lieu recevaient une classification moins sévère. En revanche, ceux qui avaient opéré directement dans les secteurs impliqués étaient retenus pendant que les enquêtes avançaient. La composition multinationale de la division Viking engendrait des problèmes différents. Le mélange de volontaires scandinaves, hollandais, belges et allemands rendait difficile de déterminer la juridiction pour leur traitement. Certains devaient être rapatriés dans leur pays d'origine, où ils pouvaient faire face à des accusations de trahison. D'autres étaient retenus pour enquête sur des crimes commis en collaboration avec la division. De plus, la présence de recrues hongroises tardives, nombreuses, sans documentation vérifiable, compliquait l'identification individuelle. La coopération entre différentes puissances alliées n'était pas toujours uniforme, ce qui produisait des décisions divergentes sur le sort de ces prisonniers. Les formations baltes et hongroises, capturées en grand nombre, posaient des questions supplémentaires. Beaucoup de leurs membres avaient été recrutés sous pression, et leur participation à des crimes ne pouvait être supposée automatiquement. Les interrogateurs tentaient de différencier entre les volontaires idéologiques et les recrues forcées, ce qui influait sur leur rapatriement potentiel vers l'Union soviétique ou leur maintien sous garde occidentale. Pour ce faire, les mouvements de unités complètes étaient reconstruits à l'aide de registres capturés et de témoignages convergents. Au fil des mois, le système a évolué pour gérer l'ampleur du flux. L'approche initiale consistant à traiter tous les membres de la SS comme des suspects s'est avérée impraticable. Des critères plus spécifiques ont été introduits, priorité aux divisions avec un historique criminel avéré, interrogatoires approfondis des officiers supérieurs et procédures abrégées pour les soldats de rang inférieur sans preuve directe. Les listes de personnes recherchées, compilées par diverses agences alliées, étaient régulièrement confrontées au registre des prisonniers. Les coïncidences dans les noms, les photographies ou les descriptions physiques déclenchaient des enquêtes immédiates. L'identification ne dépendait pas uniquement des registres visuels. Les interrogateurs posaient des questions conçues pour valider les identités, données sur l'enfance, adresse, lieu de travail ou membres de la famille. Ceux qui adoptaient de fausses identités rencontraient des difficultés à les maintenir sous des questions répétées et sous différents angles. Lorsque des contradictions apparaissaient, le prisonnier était reclassé comme suspect et soumis à des interrogatoires supplémentaires. L'intérêt allié ne se limitait pas à poursuivre les crimes. Certains bataillons associés à des commandants remarquables, comme ceux de Michael Wittmann, ont été examinés pour reconstituer les tactiques et procédures utilisées par des unités blindées d'élite. Cette information était utile pour des études militaires ultérieures. Les interrogatoires ne visaient pas à incriminer,
mais à comprendre pourquoi certaines divisions avaient maintenu une efficacité opérationnelle élevée, même dans les phases tardives de la guerre. Ombres en ruine, divisions perdues dans le temps de guerre. Au cours des dernières semaines du conflit européen, de multiples formations de la Waffen-SS opéraient dans des espaces fragmentés où les communications avaient cessé de fonctionner et où les ordres manquaient de continuité. Ces unités, dispersées dans des territoires montagneux, des vallées reculées ou des zones sous contrôle partiel de forces hostiles, restèrent actives au-delà de la limite formelle du conflit en raison d'une combinaison d'effondrements administratifs, d'absence totale de liaison hiérarchique et de désinformation structurelle. La désintégration du système de commandement créa des vides temporaires où des groupes entiers continuèrent à opérer selon des procédures routinières sans avoir accès à des informations stratégiques de base. Dans cet environnement, la guerre ne prit pas fin simultanément pour tous les combattants. Elle persista en fragments où la chaîne de commandement s'était complètement rompue. La première division Panzer SS Leibstandart, l'une des formations les plus emblématiques de l'appareil militaire du régime, a clairement expérimenté ce phénomène. Son noyau principal avait été capable d'atteindre des zones contrôlées par les forces occidentales, mais de nombreux détachements restaient isolés dans les régions montagneuses du nord de l'Autriche. Pour beaucoup de ces groupes, l'environnement opérationnel était devenu autonome. Les radios fonctionnaient de manière intermittente et les routes utilisées par les messagers motorisés étaient bloquées par des déplacements de réfugiés, des colonnes militaires sans commandement et des combats isolés. Dans les zones situées entre Steyr et Linz, des sous-unités entières ont maintenu des positions défensives sans mise à jour sur les mouvements généraux. Leurs commandants, sans accès à des cartes mises à jour ou à des signaux d'orientation militaire, dépendaient exclusivement de rapports partiels obtenus de civils ou d'unités en retraite. L'un des exemples les plus clairs fut celui d'un bataillon anti-char de la division, déployé dans les environs de Weidhofen. Son commandant, Karl Rettlinger, avait reçu des instructions contradictoires pendant les derniers jours, sécuriser un passage ferroviaire spécifique et, simultanément, se retirer vers des secteurs occidentaux. Le manque de confirmation ultérieure l'a conduit à maintenir sa position. Le flux constant d'unités désorganisées se dirigeant vers l'ouest n'apportait pas d'informations vérifiables sur des changements dans la situation générale. Ce bataillon est resté opérationnel jusqu'au 10 mai, lorsque les forces soviétiques ont localisé la position lors d'opérations de reconnaissance. Le retard dans la réception d'informations critiques reflétait le degré d'isolement opérationnel dans lequel fonctionnaient ces unités dispersées. Le Siemensisme. Phénomène se reproduisait de manière plus sévère dans les Balkans, où le terrain montagneux, la présence de partisans actifs et la fragmentation des vestiges du commandement allemand créaient un scénario d'autonomie forcée. La 7e division de montagne SS, Prinz Eugen, intégrée majoritairement par des Volksdeutsch de territoires yougoslaves, avait entamé une retraite prolongée depuis la Bosnie durant le mois d'avril. Son avance vers le nord-ouest se réalisait à travers des zones où les partisans maintenaient un contrôle territorial irrégulier, obligeant la division à se déplacer sans information fiable sur les forces présentes dans leurs itinéraires. En approchant de Celje, les commandants ignoraient complètement la situation générale en Europe centrale. Les dernières instructions reçues, émises quelques jours auparavant, ordonnaient d'avancer vers l'Autriche pour tenter d'établir un contact avec les forces occidentales. Lorsque le commandant de la division, Desiderius Ampel, réussit à établir un contact avec des unités britanniques à Sankt Veit an der Glan le 12 mai, il reçut pour la première fois depuis des jours des informations vérifiables sur la situation mondiale. Cependant, le processus de reddition mena à un destin différent de celui attendu. Bien qu'il existât des instructions officielles pour transférer les prisonniers vers des centres de détention, des unités partisanes locales exécutèrent sommairement des milliers de membres capturés. Des recherches archéologiques ultérieures, comme l'ouverture de la fosse commune de Bregis en 2010, confirmèrent l'ampleur de ces exécutions. Le manque de coordination entre les forces britanniques, les partisans et d'autres autorités expliquait comment ces opérations se déroulèrent sans supervision centralisée. La 13e division de montagne SS Handschar présentait un tableau différent mais tout aussi complexe. Il s'agissait d'une unité multinationale formée par des Bosniaques musulmans, des Croates et des Allemands,
dont le déploiement sur le front oriental avait fragmenté sa structure avant l'effondrement final. La mobilité limitée, le terrain accidenté et la pression simultanée des forces soviétiques et partisanes compliquaient leur retraite coordonnée. De nombreux soldats bosniaques avaient déserté pour essayer de retourner dans leur région d'origine, conscients de l'instabilité que leur famille allait affronter. Les environ 7000 hommes qui restaient avec la division opéraient sans information claire sur la situation générale. Les signaux lumineux observés pendant la nuit du 8 mai ont été interprétés de manière erronée par l'état-major qui manquait de liaison avec des unités supérieures. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'un officier de liaison à l'aube du jour suivant que l'état réel des opérations a été confirmé. Immédiatement après avoir reçu ces informations, la division a commencé un mouvement accéléré vers le nord-ouest, minant des routes pour retarder l'avancée de forces bulgares alliées à l'armée rouge. Le 12 mai, ils ont réussi à livrer des armes aux forces britanniques à Sankt Veit an der Glan. Par la suite, les membres capturés ont été transférés dans des installations d'internement en Italie, avec des éléments d'autres formations comme la 7e division de montagne SS et la 16e division Panzergrenadier SS. Des rapports ultérieurs indiquent que de nombreux traînards capturés par des partisans, en particulier les Bosniaques, ont été exécutés en groupes importants pendant les jours suivants. Le manque de canaux de communication dans la région avait permis la prolongation des combats, même après la cessation formelle des hostilités en Europe centrale. Des cas similaires étaient enregistrés dans les divisions néerlandaises. La division Nederland avait été divisée en 2 groupes de combat au cours d'avril, séparés par l'offensive soviétique sur l'Oder. Le Kampfgruppe de Ruyter, déployé sur le front nord, a été pressé vers des secteurs occidentaux après des combats intenses près de Parchim. Face à des rumeurs non confirmées concernant la proximité des forces américaines et face à un risque imminent de capture par les forces soviétiques, le commandant a décidé de tenter une percée vers l'ouest sans attendre d'ordre formel. Ce groupe a réussi à atteindre les lignes américaines et a été transféré dans un camp de prisonniers aménagé à Kraak. Sa route de retraite illustrait comment des décisions décentralisées pouvaient aboutir à une survie relativement favorable. Le Kampfgruppe General Seyfarth a connu un résultat opposé. Poussé vers le sud par l'offensive soviétique et piégé dans la zone de Halbe, il a été absorbé par des éléments de la 15e division de grenadiers SS lettonne. Dans ce secteur, l'un des derniers combats intenses sur le front oriental s'est déroulé, où les voies d'évasion étaient sévèrement restreintes et les unités opéraient dans des environnements saturés de forces ennemies. Les restes des 2 formations ont été capturés après le 8 mai, situation qui les plaçait techniquement comme des unités en combat au-delà de la limite officielle du conflit. La 34e division de grenadiers SS Landstorm Nederland représentait une formation dont les problèmes disciplinaires s'étaient accentués depuis le mois de mars. Les éléments de la division, composés de Néerlandais organisés sous le NSB, avaient montré une résistance au redéploiement vers les secteurs orientaux, ce qui a généré des tensions internes. Un incident survenu le 9 de mars, lorsque 4 soldats ont conspiré pour assassiner un officier allemand et déserté, reflétait l'érosion de la cohésion interne. Après leur découverte, les 4 ont été exécutés sommairement. La détérioration disciplinaire se combinait avec des pressions externes, des affrontements intenses avec les forces alliées occidentales, des bombardements aériens et l'effondrement général des lignes allemandes. Lorsque la division s'est repliée vers Osterbeek, une grande partie de sa structure était affaiblie. La majorité s'est rendue le 5 de mai, mais une fraction plus petite s'est retranchée à Veenendaal. Ce groupe a maintenu ses positions contre les forces de résistance néerlandaises jusqu'au 9 de mai, lorsqu'ils se sont rendus aux troupes britanniques. Leurs membres ont été considérés comme des collaborateurs et ont fait face à des réactions violentes de la part des civils néerlandais. D'autres divisions montraient des schémas comparables. La SS Nord avait été déplacée vers le sud depuis l'Arctique et ses 3500 effectifs furent dispersés dans des secteurs où les communications étaient presque inexistantes. Les commandants de niveau bataillon prirent des décisions indépendantes basées sur des informations obsolètes. Certains détachements continuèrent d'effectuer des patrouilles de routine et de maintenir des positions défensives même après le 12 mai, n'ayant pas reçu d'ordres actualisés. Les divisions lettonnes faisaient face à des circonstances particulièrement sévères. La 15e et la 19e division de grenadiers SS lettonnes savaient que la capture par les forces soviétiques
impliquerait des conséquences extrêmes, allant d'exécutions sommaires à des déportations dans des installations de travail forcé. En conséquence, de nombreuses sous-unités ont entrepris des déplacements accélérés vers des zones d'occupation occidentales. Ces marches se faisaient dans des environnements où les routes étaient saturées par des réfugiés et des restes d'unités allemandes sans commandement. Malgré cela, plusieurs centaines ont réussi à atteindre des secteurs britanniques et américains, où ils ont été internés dans des installations temporaires pendant que leur classification était évaluée. Dans le sud de l'Autriche, des éléments de la 2e division SS das Reich ont continué à opérer sans information claire sur la situation générale. Un groupe de combat d'environ 1200 hommes, appartenant au régiment Deutschland, a maintenu des positions près de Klagenfurt jusqu'à ce qu'ils reçoivent un contact direct avec les troupes britanniques. La contradiction entre les ordres écrits et des messages radio interprétés de manière ambiguë a contribué à leur décision de garder les armes prêtes et de maintenir les procédures de surveillance jusqu'au 11 mai. L'effondrement général du système de communication expliquait pourquoi tant d'unités restaient actives au-delà de la limite formelle du conflit. Avec des radios inopérantes, des cartes obsolètes et des messagers incapables de traverser des routes coupées, les commandants opéraient sous la dernière instruction reçue. Dans de nombreux cas, cette instruction datait de plusieurs jours, émise lorsque la situation du front était complètement différente. Vallées montagneuses, zones boisées et régions avec une présence partisane compliquaient toute tentative d'établir des liaisons stables. Ainsi, de nombreuses unités continuaient à agir dans leur routine défensive sans signe clair que le contexte stratégique avait changé. Ces formations dispersées illustrent comment l'effondrement structurel peut fragmenter un conflit qui, d'une perspective globale, semble avoir conclu. Sur le terrain, la guerre persistait dans des points où l'information n'avait pas réussi à arriver. Dans ces zones isolées, de petits groupes continuaient à opérer conformément aux ordres précédents, maintenant des procédures routinières qui n'avaient plus de pertinence dans le nouveau scénario géopolitique. Le décalage entre la réalité stratégique et la connaissance locale a généré ces enclaves où l'activité militaire a continué d'exister à des intervalles brefs après la fin officielle du conflit, laissant ouverte la question sur combien d'autres unités, dispersées dans d'autres régions, ont vécu une transition similaire avant de recevoir des informations vérifiables. La limite de l'invisible, les routes de l'oubli. Les semaines qui ont suivi l'effondrement du Troisième Reich ont coïncidé avec un changement drastique dans les priorités internationales. Alors que des équipes alliées commençaient à rassembler des preuves pour soutenir de futurs procès, une infrastructure clandestine opérait déjà silencieusement en parallèle. Ces routes connectaient l'Autriche, l'Italie, la Yougoslavie et l'Allemagne, avec des ports de la Méditerranée et des terminaux ferroviaires menant au Moyen-Orient et à l'Amérique du Sud. Ce système, connu plus tard sous le nom de Ratlins, a transformé l'immédiat après-guerre en un scénario où la capacité de disparaître dépendait moins du passé criminel et plus de l'accès à des réseaux, contacts et institutions prêts à faciliter la documentation. Les routes d'évasion n'étaient pas des improvisations isolées. Elles fonctionnaient selon des procédures standardisées et des points de transit récurrents qui ont permis à de nombreux auteurs d'échapper temporairement ou définitivement à la juridiction internationale. L'un des cas les plus représentatifs fut celui de Walter Roth, officier responsable du développement des chambres à gaz mobiles qui opéraient dans plusieurs zones de l'Europe orientale. Ces véhicules, conçus pour ressembler à des camions de transport, redirigeaient les gaz du moteur vers des compartiments scellés où les victimes étaient asphyxiées pendant de courts trajets. L'application de cette méthode permit l'élimination systématique de groupes sans nécessité d'installation fixe. Capturé le 30 avril 1945, Roth fut envoyé au camp de Rimini, où se concentraient des officiers considérés de grande valeur pour de futures recherches. Cependant, la surveillance diminua notablement à mesure que se stabilisait l'immédiat après-guerre. En décembre 1946, il s'échappa du camp soutenu par des contacts qui le dirigèrent vers Naples, où il reçut une assistance initiale d'un prêtre local. De là, il fut transféré à Rome, où il obtint un refuge prolongé grâce à l'évêque Alois Udal. Udal, recteur du collège pontifical teutonique de Santa Maria dell'Anima, opérait un réseau dont l'échelle n'a été pleinement documentée que des décennies plus tard.
Ces méthodes incluaient l'obtention systématique de documents de la Croix-Rouge internationale, gérés par le biais de demandes incomplètes ou de vérifications minimales. Sa position institutionnelle lui permettait de protéger les fugitifs dans des dépendances ecclésiastiques pendant des mois, pendant que se mettaient en place des routes vers les ports italiens. Il opérait parallèlement au réseau dirigé par le prêtre croate Krunoslav Draganović depuis le séminaire de San Girolamo degli Lirici, dont la structure reliait des monastères en Autriche à des points d'embarquement à Gênes. Ces réseaux fonctionnaient comme des canaux logistiques où de fausses identités, des passeports temporaires et des transferts contrôlés permettaient un flux constant d'individus qui, dans d'autres circonstances, auraient fait face à une détention immédiate. Rauf s'est ensuite installé en Syrie, où il est arrivé en novembre 1948 pour travailler comme conseiller technique. Son expérience en matière de renseignement était précieuse dans un contexte où divers gouvernements cherchaient des spécialistes capables d'organiser des services de sécurité interne. Sa collaboration simultanée avec des agents britanniques reflétait la flexibilité avec laquelle certaines puissances occidentales opéraient dans les premières années de la guerre froide. Rauf est resté en Syrie jusqu'en 1952 lorsqu'il a émigré au Chili. Là, il a vécu sous son vrai nom, travaillant dans des industries locales. La demande de transfert de sa pension navale a révélé son lieu de résidence et conduit à une arrestation. Cependant, des décisions judiciaires chiliennes ont empêché l'extradition. Son intégration au service de sécurité du régime militaire ultérieur a renforcé la confluence entre les intérêts locaux et la protection institutionnelle. Rauf est mort à Santiago en 1984 sans avoir été jugé. Gustav Wagner, sous-chef du camp de Sobibor, représentait une autre variante du même phénomène. Sa réputation parmi les survivants était d'une brutalité extrême, et sa relation avec l'administration de l'opération Reinhard le liait directement à l'élimination massive systématique à l'Est. Wagner s'est échappé après la guerre en utilisant des routes similaires à celles de Rauf et a reçu le soutien du milieu ecclésiastique lié à Udal. En août 1948, il a présenté des documents qui l'identifiaient comme officier de police, omettant toute référence à son rôle à Sobibor. Par la suite, il a voyagé au Brésil et a obtenu une résidence permanente sous une identité modifiée. Son intégration dans les zones rurales proches de São Paulo a facilité son anonymat pendant des décennies. La découverte de son emplacement a été indirectement déclenchée par les entrevues menées avec Franz Stangl, ancien commandant de Sobibor et de Treblinka. Wagner a été arrêté en mai de 1978. Plusieurs pays ont demandé son extradition, mais le système judiciaire brésilien a rejeté les requêtes. Dans une interview accordée à la BBC en 1979, il a affirmé ne pas ressentir de remords pour ses actions. Sa mort, en 1980, officiellement considérée comme un suicide, a laissé des questions sans réponse. Son cas illustrait la difficulté de poursuivre en justice des individus qui avaient réussi à établir des identités stables pendant des décennies hors d'Europe. Franz Stangl, figure centrale dans l'administration de Sobibor et Treblinka, a suivi un parcours d'évasion presque parallèle à celui de Wagner. Après avoir été capturé initialement en Europe centrale, il s'est échappé du camp de Gleisenbach en 1948 avec l'aide de contacts ecclésiastiques. Avec un passeport émis par la Croix-Rouge, il est arrivé en Syrie, puis au Brésil. Son emploi dans l'usine de Volkswagen à São Bernardo do Campo, sous son vrai nom, montrait le degré de normalisation atteint par certains fugitifs. Le mandat d'arrêt émis par l'Autriche en 1961 a mis plusieurs années à se traduire en actions concrètes. Il a finalement été localisé grâce à des enquêtes privées de Simon Wiesenthal, qui a obtenu des informations précises en échange d'une somme d'argent symboliquement liée au nombre estimé de victimes de Stangl. L'arrestation a eu lieu en 1967 et a permis de lancer l'un des procès judiciaires les plus significatifs liés à l'opération Reinhard. Le cas d'Eduard Rochman, commandant du ghetto de Riga, montrait un schéma tout aussi cohérent. Rochman avait été libéré initialement après avoir été classé comme prisonnier sans importance stratégique. Lorsque son identité fut reconnue par d'anciens détenus, il s'échappa lors d'un transfert vers une installation de recherche. Avec l'aide de contacts du réseau de Udal, il obtint des documents sous le nom de Federico Wegener et se rendit en Argentine, où il établit une entreprise d'importation.
Son identité réelle fut révélée accidentellement après qu'un voisin ait vu le film Odessa et remarqué des similitudes avec l'Allemand qui résidait à proximité. La demande d'extradition présentée par l'Allemagne en 1976 le poussa à fuir au Paraguay, où il mourut peu après de causes naturelles. Sa trajectoire démontrait comment des identités fausses pouvaient être maintenues pendant des décennies avec une documentation minimale et la coopération tacite des autorités locales. Alois Brunner, étroitement lié à Adolf Eichmann, représentait une variante plus extrême de survie prolongée. Brunner avait joué un rôle organisationnel dans des déportations massives depuis la France, la Grèce, l'Autriche et la Slovaquie. Avec des documents falsifiés, il est arrivé en Syrie en 1954 et fut incorporé comme conseiller dans les services de renseignement. Des mandats d'arrêt émis par plusieurs pays n'eurent aucun effet en raison de la protection étatique qu'il reçut pendant des décennies. Brunner vécut à Damas avec un soutien gouvernemental direct, et sa localisation fut l'objet de spéculations constantes jusqu'à des informations qui pointaient sur sa mort vers 2010. Son cas montrait comment la collaboration avec des gouvernements intéressés à tirer parti de son expérience pouvait offrir une protection constante au-delà de toute pression diplomatique européenne. Herbert Kappler complétait ce panorama depuis un autre angle. En tant que chef de la Gestapo à Rome, il avait dirigé le massacre des fosses ardéatines et la déportation de la population juive romaine. Condamné à la réclusion à perpétuité en 1948, il est resté sous garde italienne jusqu'en 1977, lorsqu'il a réussi à s'évader de l'hôpital militaire où il recevait un traitement oncologique. Son épouse l'a caché dans une valise et l'a emmené en Allemagne de l'Ouest, où il est mort quelques mois plus tard. Bien que son cas différait structurellement des voies d'évasion de la période immédiate d'après-guerre, sa fuite soulignait que l'évasion judiciaire ne se limitait pas exclusivement aux années suivant la guerre. Les Ratlin mettaient en évidence une infrastructure hautement fonctionnelle basée sur plusieurs éléments communs. D'abord, l'utilisation de documents émis par la Croix-Rouge internationale, souvent approuvés sans vérification exhaustive. Ensuite, l'intervention de figures ecclésiastiques avec accès aux institutions, aux cachets officiels et aux réseaux de communication discrets. Troisièmement, la disposition de certains gouvernements latino-américains et du Moyen-Orient à accepter des spécialistes européens pour renforcer les services de renseignement ou les industries locales. Enfin, la diminution des ressources consacrées à la poursuite judiciaire après 1946 a permis à de nombreux cas de rester inactifs pendant des périodes prolongées. La combinaison de ces facteurs a configuré un système où les disparitions n'étaient pas des anomalies, mais des éléments structurels d'une période où les priorités internationales changeaient rapidement. Le passage de la justice immédiate à la contention géopolitique a généré des vides opérationnels que les réseaux clandestins ont exploités avec efficacité. Dans ce contexte, la possibilité de disparaître dépendait autant de la capacité individuelle que de la disponibilité de routes organisées qui restaient actives, même lorsque l'attention internationale se déplaçait vers de nouvelles tensions émergentes. La vérité qui ressurgit, la justice tardive. Les décennies qui ont suivi la fin du conflit européen ont généré un intervalle prolongé pendant lequel de nombreux auteurs de l'appareil génocidaire nazi sont restés impunis. Au cours des années 50, de nombreux pays se sont concentrés sur la reconstruction économique, les tensions émergentes de la guerre froide et la réorganisation interne, reléguant les enquêtes criminelles au second plan. Cependant, depuis le début des années 60, un nouveau courant de procureurs, d'historiens et de chercheurs spécialisés a commencé à réactiver des dossiers archivés. La déclassification progressive de documents, l'ouverture des archives du bloc de l'Est après 1989 et le témoignage de survivants qui n'avaient pas témoigné depuis des décennies ont permis de réexaminer des cas qui étaient initialement considérés comme impossibles à résoudre. Ces enquêtes tardives ont démontré que l'identification et la capture des auteurs pouvaient s'étendre sur des générations, même lorsque les suspects avaient réussi à mener des vies relativement ordinaires sous des identités réelles ou cachées. Le cas de Joseph Schwamberger représente un exemple clair d'évasion prolongée suivie par une capture méticuleuse. Il avait servi comme commandant dans 3 camps de travail forcés dans la Pologne occupée, supervisant des exécutions directes,
des transferts forcés et des mesures de répression utilisées pour contrôler les prisonniers. À Przemyśl, au milieu de 1943, il a autorisé et coordonné des fusillades massives qui ont entraîné des centaines de morts. Il a également participé personnellement à l'exécution de plusieurs prisonniers par des tirs à courte distance, action qu'il a ensuite reconnue lors d'interrogatoires. Schwamberger a été arrêté immédiatement après la guerre en territoire autrichien, mais en janvier de 1948, il s'est échappé de détention en profitant d'une négligence de garde. Après avoir emprunté des routes clandestines, il est arrivé en Argentine où, utilisant son vrai nom, il s'est établi sans obstacles légaux. Pendant près de 40 ans, il a travaillé dans des emplois réguliers et a mené une vie domestique sans se cacher. Sa localisation a été confirmée en 1987 grâce à la coopération entre des chercheurs allemands et le centre Simon Wiesenthal. L'Argentine a autorisé son extradition et Schwamberger a été transféré à Stuttgart pour être jugé. Le procès a commencé en 1991. Les accusations incluaient 7 cas de meurtre direct et complicité dans des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Le procès a réuni des témoignages de survivants qui ont décrit les conditions de vie, les exécutions systématiques et les abus physiques. Le tribunal l'a déclaré coupable en mai 1992 et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Schwamberger est mort en détention en 1994, des décennies après avoir échappé aux premiers enquêteurs alliés. Erich Priebke représente un cas avec des conséquences internationales particulièrement visibles. En tant qu'officier de la Gestapo à Rome, il avait participé à l'organisation et à l'exécution de représailles massives dans les fosses ardéatines. Après une attaque partisane qui causa 33 pertes allemandes en mars 1944, l'ordre officiel exigeait des représailles de 10 civils pour chaque soldat tué. Priebke supervisa la préparation de la liste des prisonniers et l'exécution de 335 personnes, y compris 5 victimes supplémentaires intégrées lorsqu'il fut découvert que le nombre initial dépassait le total établi. Après la guerre, Priebke échappa à la garde britannique en 1946. Avec le soutien de clercs du Tyrol du Sud et des réseaux de faux documents à Rome, il s'enfuit en Argentine. Il s'est établi à San Carlos de Bariloche, où il a développé une vie communautaire régulière, sous une version modifiée de son nom. Pendant un demi-siècle, il n'a pas attiré l'attention de la police. Dans les années 90, cependant, des enquêteurs ont commencé à revoir son dossier suite à des publications sur la présence d'anciens nazis à Bariloche. En 1994, des journalistes américains ont localisé des documents confirmant sa signature sur des ordres de transfert de juifs italiens vers des camps d'extermination et sa confession écrite sur sa participation à la répression des fosses ardéatines. Une interview surprise réalisée sur la voie publique a révélé son identité par transmission internationale. Peu après, les autorités argentines l'ont arrêté. Après un processus juridique complexe, l'Argentine a accordé son extradition à l'Italie en 1995. Dans les tribunaux italiens, Priebke a reconnu les faits de base, mais a nié la responsabilité pénale, invoquant une obéissance obligatoire aux ordres militaires supérieurs. Un premier tribunal militaire a déclaré la prescription du délit, générant des manifestations à Rome. Un deuxième procès l'a condamné à la réclusion à perpétuité en 1998. En raison de son âge avancé, il a purgé sa peine en résidence surveillée dans un appartement romain. Il est mort en 2013 sans exprimer de repentir, laissant des déclarations posthumes réaffirmant son adhésion idéologique. Le parcours d'Anton Malotte illustre la persistance de structures sociales et de réseaux personnels qui ont protégé certains criminels pendant des décennies. Malotte avait servi comme garde superviseur dans la prison de la Gestapo à Theresienstadt entre 1941 et 1945. Des témoignages ultérieurs l'ont lié à des tortures et des homicides de détenus politiques. Parmi ces cas, on a décrit des meurtres par exposition prolongée à l'eau glacée, des coups répétés et un abus physique systématique. Après la guerre, Malotte est retourné au Tyrol et a été arrêté en 1948, mais les autorités judiciaires autrichiennes ont rejeté les demandes d'extradition tchécoslovaque. Bien qu'un tribunal à Litoměřice l'ait condamné par contumace pour crimes de guerre, Malotte a été libéré en Autriche. Pendant des décennies,
il a résidé entre l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne, profitant des vides juridiques et des contradictions juridictionnelles. Dans les années 80, les procureurs allemands ont tenté sans succès de rouvrir son dossier en raison d'un manque de preuves directes. Ce n'est qu'en 1999 qu'est apparu un témoin clé qui avait évité de témoigner auparavant. À partir de son témoignage, des procédures ont été réactivées et Malotte a été arrêté en l'an 2000. Son procès a commencé en avril de 2001. En raison de son âge et de sa santé, des médecins ont certifié à plusieurs reprises son aptitude à être jugé. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre en mai de la même année. Malotte est décédé en 2002, peu après avoir été déclaré médicalement inapte à rester en prison. Karl Munch représentait un exemple supplémentaire de traitement tardif en Allemagne. En tant que garde au camp de Stutthof en 1944, il avait participé à des sélections déterminant si les prisonniers seraient envoyés aux travaux forcés ou exécutés. Après la guerre, il vécut en Allemagne de l'Ouest sans changer d'identité, travaillant comme commerçant. Son cas a été rouvert en 1999 après des déclarations de survivants polonais. Le procès a commencé à Hambourg en 2001. Munch a reconnu avoir servi à Stutthof, mais a nié toute participation active au meurtre. Le tribunal l'a condamné en novembre 2002 à 4 ans de prison pour complicité, peine qu'il a partiellement purgée en raison de son âge. Il est mort en 2005. Le cas de Helmut Oberlander ajoutait des difficultés juridiques liées aux collaborateurs étrangers au sein des unités mobiles d'extermination. Oberlander, né en Ukraine, avait servi comme interprète dans l'Einsatzkommando DXA, unité responsable d'exécutions massives en Ukraine et dans le sud de la Russie. Après avoir émigré au Canada en 1954, il cacha cette information lors des démarches d'immigration. Pendant des décennies, il mena une vie stable en travaillant dans le secteur de l'immobilier. Des enquêtes lancées en 1995 révélèrent son rôle dans l'unité. Le gouvernement canadien entama des procédures pour révoquer sa citoyenneté pour avoir dissimulé son passé. Le litige juridique s'éternisa pendant plus de 20 ans, avec de multiples appels et décisions annulées. En 2017, la Cour fédérale canadienne révoqua définitivement sa citoyenneté. Oberlander est mort en 2021 sans avoir fait face à un procès pénal ni à une déportation. Ces cas partageaient des caractéristiques récurrentes: long intervalle entre les crimes et la capture, accusés d'âge avancé, enquête basée sur des archives déclassifiées et des témoins survivants. Il reflétait également des différences significatives entre les systèmes judiciaires nationaux. Certains pays privilégiaient la stabilité politique ou les limitations légales, d'autres appliquaient des critères rigoureux indépendamment du temps écoulé. La réouverture de cas des décennies plus tard répondait en partie à la disponibilité de preuves qui n'avaient pas été accessibles immédiatement après la guerre, ainsi qu'à des efforts renouvelés d'organisations dédiées à localiser les auteurs. La valeur légale et symbolique de tels jugements est devenue un sujet de débat continu. Ceux qui remettaient en question ces procès arguaient que les accusés octogénaires ou nonagénaires ne représentaient plus une menace et que la détérioration physique limitait leur capacité à participer à leur propre défense. Les procureurs, les survivants et les organisations de défense des droits de l'homme soutenaient le contraire. Le temps écoulé ne diminuait pas la gravité des crimes et la responsabilité historique devait être établie même lorsque la justice arrivait tardivement. L'accumulation de ces jugements montrait que la recherche des auteurs des crimes n'avait pas pris fin avec la clôture des grands procès de l'après-guerre, mais qu'elle se poursuivait en fonction de nouvelles preuves, de témoignages et d'engagements institutionnels renouvelés.